ce sujet, celui du numérique, de l'intelligence artificielle et de la médecine. C'est un sujet qui est absolument central quand on évoque le sujet de l'intelligence artificielle, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Dire que la médecine fait des pas de géant en ce moment, grâce aux nouvelles technologies, c'est un euphémisme. En fait, on est en train de faire des découvertes absolument extraordinaires, et ce n'est pas du scientisme que de le dire. Désolé Mathieu. Notamment en ce qui concerne certains cancers, ce qui concerne tout un tas d'évolutions, ça se fait d'une manière extrêmement rapide. Et toutes ces évolutions, elles vont poser un nombre de questions, et elles vont provoquer un nombre d'évolutions extrêmement rapides. Et pour nous aider à y voir plus clair, on aura bien besoin de deux cerveaux, pas le mien, je vous rassure, celui de Martin Stephens, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque, en plus d'être professeur de philosophie, il est également journaliste chroniqueur dans un grand journal national, et qu'il écrit aussi beaucoup, il parle beaucoup dans beaucoup de médias. Il nous invite toujours à regarder un petit peu ce qui se passe derrière l'actualité des choses. Et puis, le docteur Grégoire Inzelin, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, puisqu'il est le local de l'étape. C'est un neurologue. Il est également chargé des questions du numérique pour l'Institut cancérologique de l'Ouest. Voilà. Grégoire, c'est à toi. Pose-nous les enjeux. Alors, je vais vous faire une petite promenade dans le numérique de manière générale. On va terminer dans la médecine. Et je voudrais commencer par cette espèce de vision un peu de la peur permanente qu'il y a. Vision qui est bien résumée là, c'est-à-dire que ce pauvre Ralph a, dès qu'il entend parler Laurent Alexandre ou Elon Musk, une petite crise d'anxiété aiguë et anticipatoire. Mais en fait, l'intelligence artificielle dans la médecine a à la fois un bon et un mauvais côté. Alors je vais vous promener au départ assez loin de la médecine, et puis on va essayer de se rapprocher de la question telle qu'elle est posée à mon sens à l'heure actuelle. Alors, cette très jolie photo vous montre la façade d'un Kentucky Fried Chicken à Pékin, ce qui n'a pas un grand trait avec la médecine. Si vous allez chez KFC à Pékin, tous les goûts sont dans la nature, si vous allez chez KFC à Pékin, vous êtes confronté à un robot de commande de votre menu préféré. Le robot est doté d'une caméra de reconnaissance faciale. Si vous êtes un jeune Chinois, l'automate va vous proposer des beignets de poulet. Si vous êtes un vieux Chinois, c'est-à-dire si vous avez plus de 50 ans, je suis désolé pour tous ceux qui ont plus de 50 ans, moi aussi, l'automate va vous proposer un bol de soupe chinoise. Simplement parce qu'en regardant votre visage et en fonction de votre âge et de vos goûts, il préjuge de vos goûts, et donc il fait une analyse en pensant que ça ira plus vite pour vous. Si maintenant vous retournez 5 fois chez KFC à Pékin, parce que vous aimez vraiment KFC, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, l'écran qui va vous accueillir sera l'écran du menu que vous aurez pris le plus souvent. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois, la caméra apprend qui vous êtes, regarde quelles sont vos habitudes, prédit ce que vous allez prendre et prescrit un menu. J'y reviendrai tout à l'heure, ça a son importance. On est en train d'arriver sur quelque chose qui est de la reconnaissance comportementale, qui est ce qu'on appelle de la reconnaissance comportementale, qui va avoir une importance en médecine. Alors, c'est quoi la reconnaissance comportementale? La reconnaissance faciale, c'est facile. La machine vous regarde, elle sait si c'est vous ou pas, et elle vous suit. La reconnaissance comportementale, alors on a vu le fonctionnement avec la blockchain, mais elle est liée à un certain nombre d'études neuropsychologiques qui fait que si je vous regarde, si je regarde votre visage, si je regarde les expressions de votre visage, et c'est finalement quelque chose qui est assez proche des émoticônes de votre téléphone, si je regarde la manière dont vous bougez, je suis capable de prédire ce que vous allez faire. Et par exemple, ça a des côtés très positifs, puisqu'il y a un pont en Chine. Alors les Chinois sont très très axés sur la reconnaissance faciale et comportementale. Il y a un pont en Chine qui était un pont où le taux de suicide était extrêmement élevé parce qu'il est à je ne sais plus combien de mètres de haut et qu'on ne se loupe pas quand on saute dans je ne sais quelle rivière. Et donc ils ont mis des caméras de reconnaissance faciale et comportementale qui permettent de regarder comment les gens prennent le pont, marchent sur le pont, et donc de prédire ceux qui vont sauter au-dessus du parapet. Aspect très positif. L'aspect très négatif, c'est que cette société a développé des drones, qui sont des drones assez petits en taille, qui sont des drones fixes, et qui permettent de vous suivre
à 1 km de hauteur. Alors, je vous défie de voir un drone planté au-dessus de vous à 1 km de hauteur. Vous ne l'entendrez même pas. Ces drones sont capables de vous suivre absolument partout. Il y a eu une jurisprudence récente dans le canton du Valais, puisque le préposé, qui malheureusement n'avait pas pu être là, qui était Sébastien Fanti, a interdit au canton du Valais d'utiliser ce type de drone, en tout cas dans l'état actuel des choses, parce que la police du Valais comptait surveiller les individus dangereux pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et là, on était dans la prédiction, voire la prescription. C'est-à-dire que si vous êtes un délinquant valaisan et que vous êtes à Sion, si vous décidez d'aller au stade, la police vous suit en pensant que vous allez faire un mauvais coup au stade, alors que finalement, vous alliez juste voir le match de foot. L'excès qu'on peut avoir dans ce cadre-là, c'est l'excès du miroir de chez Dassault, que vous n'allez pas voir parce que je n'ai pas eu le droit de prendre de photos, qui est que vous allez dans votre salle de bain le matin. Alors à l'heure actuelle, vous rentrez dans votre salle de bain le matin. Si vous êtes un garçon, vous allez probablement vous raser. Si vous êtes une fille, vous allez probablement vous coiffer. Les garçons ont le droit de se coiffer aussi, mais peut-être que c'est plus aléatoire. En tout cas, si je juge chez mes enfants. Vous allez ressortir de votre salle de bain. Eh bien, le miroir Dassault, vous allez rentrer en face de votre miroir. Vous avez la radio qui se déclenche toute seule sur votre chaîne préférée. Vous avez la météo qui apparaît en filigrane dans votre miroir. Votre miroir vous regarde. Il regarde la qualité d'hydratation de votre peau. Il regarde la taille de vos rides. Il sait si vous avez pris du poids. Il connaît votre poids uniquement sur la morphologie. Il connaît votre âge. Il connaît votre état d'hydratation. Il connaît votre état de fatigue. Alors, s'il transmet ça à votre assureur, ça va poser quelques petits problèmes. Et la deuxième chose, c'est qu'il est même capable, il est tellement précis qu'il est capable de savoir si vous êtes bien brossé les dents. Il faut mordre une espèce de petite chose qui regarde vos dents, mais vous voyez jusqu'où on va dans la gestion de l'intimité. Alors c'est à la fois très bien, puisque si je détecte une maladie chez vous et que vous êtes devant votre miroir le matin, j'aurais permis d'éviter un certain nombre de difficultés, mais ça peut aussi transmettre le fait que votre assureur peut savoir que vous avez pris du poids et donc augmenter votre prime d'assurance. Je suis désolé, je suis obligé de me retourner. Et on en arrive à la note sociale chinoise. C'est-à-dire que la note sociale chinoise, 23% des Chinois à l'heure actuelle n'ont plus le droit de prendre le train, parce que ça veut dire changer de région. Et donc, ils ont une note sociale insuffisante, en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la blockchain. Cette note sociale ne leur permet pas de voyager, parce qu'ils pourraient être dangereux quand ils voyagent. Et il y a un chercheur... Alors, il faut savoir que les Chinois sont pour l'instant très fiers de leur système de reconnaissance faciale. Et donc, les fichiers étaient accessibles. Ils étaient en open access jusqu'à un passé assez récent. Je ne sais pas s'ils le sont encore. Et donc, il y a un chercheur hollandais dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, qui est rentré dans les fichiers chinois. Il n'est pas rentré en les hackant, il est rentré de manière tout à fait officielle. Et en fait, il s'est aperçu que 32% des femmes chinoises en âge de procréer sont fichées dans le fichier. C'est-à-dire qu'en fait, l'État chinois a repéré toutes celles qui pouvaient avoir des enfants. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on voit bien que cette consommation de la donnée à visée médicale a pour but la prédiction de ce qui va se passer et éventuellement la prescription de ce qu'il faut faire, ce qui est toujours un petit problème. Je suis désolé, je vais un peu plus vite, parce que je ne suis pas coordonné avec mes... Voilà. Et donc, il y a eu je retourne en Suisse. Il y a un article à charge, toujours de Sébastien Fanti, dans une revue qui traite de droit et d'intelligence artificielle. C'est la revue de Lexing, et qui démontre qu'en novembre dernier, alors mon droit constitutionnel suisse est extrêmement morcelé, les conseillers sortants, dont une qui s'appelait Doris Letard et l'autre je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un garçon, ont eu une réunion sur la gestion de la donnée médicale en Suisse, réunion qui a eu lieu à guichet fermé si j'ose dire, qui n'était pas sur les plannings officiels alors qu'ils étaient encore en fonction, et cette réunion s'est tenue avec les CFF, c'est-à-dire les chemins de fer suisses, la Poste suisse, un certain nombre de banques et d'assurances suisses et un certain nombre d'industriels suisses. Il n'y avait pas dans la réunion de médecins, il n'y avait pas dans la réunion de pharmaciens, il n'y avait pas de représentants des patients. Et on voit bien l'enjeu de la donnée de santé pour la prescription et pour pour la prédiction et pour la prescription, et l'enjeu que ça peut donner. Alors, une fois que j'ai dit cette chose très, très noire, est-ce qu'il faut un coach de gym ? C'est-à-dire que finalement... est-ce que vous vous voyez comme le D du haut ou est-ce que vous voyez comme le D du bas ? Moi, c'est plutôt le D du bas, j'avoue.
On va faire un petit tour des progrès médicaux tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Le premier, c'est l'exemple de la sclérose en plaques. Donc les IRM que vous avez au-dessus de moi sont des IRM de patients atteints de sclérose en plaques. À l'heure actuelle, vous avez des protocoles automatiques qui permettent de quantifier le nombre de lésions que vous avez, le nombre d'atrophies. Ces protocoles automatiques vont être capables de faire un diagnostic de sclérose en plaques. Ils le feront bien mieux que le radiologue. Alors non pas que les radiologues ne soient pas bons, hein, c'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement parce que la quantification de l'atrophie est quelque chose de très compliqué et c'est une donnée très importante pour mettre en route les traitements et suivre les traitements de sclérose en plaques. Et non seulement c'est une donnée très importante, mais il est probable, avec l'augmentation des puissances des IRM, que ça nous permette de prendre la maladie beaucoup plus tôt et donc de soigner encore mieux les gens. Donc vous voyez le côté très positif que peut avoir ce type de traitement et ce type de prédiction. Le deuxième, c'est, vous avez devant vous cette chose étrange qui s'appelle Naotac. Naotac est un robot neurochirurgien avec un autopilote. Alors, il tourne à Singapour depuis 1 an. C'est-à-dire que c'est un robot qui opère en neurochirurgie, qui opère sous le contrôle du neurochirurgien, mais qui opère, et qui a un autopilote comme une voiture autonome qui s'améliore, c'est-à-dire que plus je l'opère, mieux il opère et plus il est précis. Il est probablement même meilleur que le neurochirurgien, parce qu'il se cale sur la respiration du patient, et que même si le patient a un hoquet ou une toux, il saute exactement en même temps que la toux, puisqu'il peut prédire la toux. Alors ça peut paraître étrange, mais on opère de plus en plus en neurochirurgie sous anesthésie locale, en particulier toutes les chirurgies de Parkinson et probablement les chirurgies par les paraplégiques. Et donc ces robots opèrent mieux que le chirurgien. Pour autant, le chirurgien ne disparaîtra pas. Le chirurgien deviendra le contrôleur, comme un pilote de 777 contrôle un Boeing 777, et ben ça sera exactement la même chose. On va encore monter dans une innovation plus impressionnante. Alors c'est une société française, il y a une société anglaise aussi. Vous avez par exemple un cancer qui va se loger dans les tissus mous qui sont ici, qui s'appelle le sarcome, et vous avez des sarcomes dans la tête et dans le cou qui se mettent là et qui finissent par tuer le malade, assez rapidement d'ailleurs, parce que ça crée des problèmes respiratoires très importants. Ces sarcomes peuvent se situer à l'intérieur des cuisses et donner des complications extrêmement importantes qui amènent assez rapidement à la mort du patient. Le problème, c'est qu'un sarcome, c'est une tumeur dans laquelle vous avez très peu d'artères et de veines, et que donc vous ne pouvez pas donner de chimiothérapie, ou très peu, puisque finalement, le produit qui doit traiter la tumeur ne rentre pas dedans. Le traitement repose donc sur de la radiothérapie, sauf que la radiothérapie, c'est un peu comme la guerre atomique, je brûle la tumeur, mais c'est compliqué, vous pouvez le faire qu'une fois, ça laisse des lésions définitives, et donc les résultats sont très mauvais. Et par exemple, dans le sarcome de la tête et du cou, on considère que il n'y a pas de survivants au diagnostic 2 ans après. C'est-à-dire que la médiane de survie est de 2 ans. 2 ans après, tous les malades sont morts. Étaient morts. Parce que si vous utilisez un gel rempli de nanoparticules, alors une nanoparticule, au sens médical du terme, c'est une particule qui fait à peu près 70 fois moins que la cellule, qui est une toute petite particule, et cette particule est une espèce de panier en carbone, et dans ce panier en carbone, vous mettez ce que vous voulez. Dans le cas particulier, vous mettez un métal rare qui s'appelle l'hafnium, vous injectez du gel à l'intérieur de la tumeur et vous allez faire de la radiothérapie. L'intérêt de l'hafnium, sans rentrer dans le détail, c'est de vous permettre de diviser la dose de radiothérapie par 17. Et donc, vous allez faire de la radiothérapie, c'est-à-dire que finalement, si vous allez passer un week-end dans les monts d'Arrée, c'est suffisant. Vous prenez un coup de gel, vous les mettez dans une cave quelque part en Bretagne profonde, ça marche. La tumeur disparaît. On en est à l'heure actuelle dans les protocoles à 150 malades qui survivent à leur tumeur 6 ans après sans aucune récidive. Mais ces traitements sont tellement puissants que quand on greffe un sarcome sur un flanc droit d'un rat et qu'on traite le sarcome sur le flanc droit, on va guérir sans le traiter le sarcome qu'on avait traité sur le flanc gauche. Et donc on est en train de se poser la question de savoir si en utilisant les nanoparticules, on n'est pas en train de résoudre le problème des métastases. Alors, c'est très précoce ce que je dis. Il y a une autre tumeur qui est un tueur extrêmement important, qui est ce qu'on appelle le glioblastome, qui est une tumeur cérébrale. Et le problème qu'on a avec le glioblastome, c'est qu'en fait, c'est une tumeur qui est à l'intérieur de votre cerveau. Alors, votre cerveau, le mien aussi, c'est du fromage blanc, enfin, c'est de la faisselle, qui flotte dans l'eau de mer chauffée, c'est enfermé dans un sac Ikea, à nouveau un peu d'eau de mer, à nouveau un sac Ikea et une boîte. Voilà, je fais court. Le problème, c'est que la tumeur, c'est une balle de tennis, ça a la consistance d'une balle de tennis. Alors une tumeur bénigne, c'est un truc qui est rond, donc le neurochirurgien arrive, il découpe le long des pointillés, il sort la tumeur, ça laisse un trou, mais au moins ça se passe bien.
Ces tumeurs méchantes à l'intérieur du cerveau ne sont pas des balles de tennis, mais sont des étoiles de mer. Et vous comprenez bien toute la difficulté qu'on a. Vous ne pouvez pas enlever toute la surface du cerveau autour, parce que sinon vous laissez ou des séquelles extrêmement importantes ou vous tuez le malade. Et donc vous enlevez la tumeur, et puis il reste des bouts de tumeur partout, et elle finit toujours par repousser. Jusqu'à ce qu'on se... Alors il y a une société anglaise qui est en train de faire la démonstration, il y a 2 cas de malades qui sont assez impressionnants. En fait, une tumeur, c'est comme un vampire. On s'est aperçu qu'en fait, un cancer, si vous mettez de la lumière extrêmement aiguë à l'intérieur d'une tumeur, elle meurt. Si vous l'exposez au jour, elle meurt. Et donc, ils ont chargé des nanoparticules de particules qui s'illuminent et ils mettent des lasers dessus. Alors, c'est une vieille théorie qu'on avait, mais on arrive à le faire. Et donc, si vous ouvrez le crâne du malade, que vous injectez du gel à l'intérieur de la tumeur, que vous refermez et qu'ensuite vous pointez un laser dessus, la tumeur disparaît quasiment comme ça quand vous la regardez. Donc on a probablement réussi, il faudra probablement encore faire un peu d'effort, hein, mais à liquider des cancers qui sont les pires tueurs. Et c'est probablement applicable au cancer du pancréas, etc. Et on peut sincèrement penser qu'à l'aide de l'immunothérapie et des nanoparticules, on est, et je pèse mes mots, la peau des cancers incurables d'ici 10 à 15 ans. Vous voyez qu'on ne peut pas définir le progrès médical numérique comme quelque chose de négatif. Ça pose quand même quelques questions. La première, c'est qu'on est en train de se diriger vers une chose un peu étrange, qui est le clone numérique. Alors, je vous explique ce que c'est. Vous êtes modélisable, moi aussi. Hein. Alors, d'abord, vous êtes modélisable dans la vie courante, puisque vous êtes fait à 80% d'habitude, voire 90% d'habitude. Et donc, si je vous regarde, si je vous observe, et je vous rappelle que vous avez un magnifique espion dans votre poche qui vous observe en permanence, le voilà. Si je vous observe, eh bien, je suis capable de dire ce que vous allez faire et de prédire ce que vous allez faire. Et on retourne chez Kentucky Fried Chicken. Mais si je vous observe, si je prends vos données IRM, si je prends vos données numériques, je peux vous faire un corps numérique. Étrange. Sauf que le corps numérique, il a un gros intérêt. Il a 2 gros intérêts pour nous. Le premier intérêt, c'est que le corps numérique me permet de tester des médicaments pour savoir si ce sera toxique sur vous. Et donc, ça va éviter un certain nombre d'effets secondaires. Ça va même éviter un certain nombre d'essais thérapeutiques. On n'aura plus besoin de patientesse. C'est le même principe que le protocole Victoria de Dassault Systèmes pour les avions. Les avions volent maintenant. Le prototype ne se plante plus dans la montagne en décollant parce qu'il a déjà volé pendant 3 ans avant. Donc, c'est un peu le même principe. Le problème de l'idée du clone numérique, c'est qu'on est en train d'appliquer ça à la vraie vie. C'est-à-dire qu'on n'applique pas ça éventuellement à des toxicités, on applique ça à la vraie vie. Et on tombe de la prédictibilité à la prescriptibilité. C'est-à-dire que finalement, je vais essayer le médicament qui, je pense, vous conviendra sur le clone, et s'il ne convient pas, je ne vous le donnerai pas. Alors, ça nous pose un problème. Parce que la médecine prescriptive, elle est déjà un problème, prédictive, elle est déjà un problème. À l'heure actuelle, sur de simples données IRM et sur quelques données biologiques, on est probablement capable de dire à quelqu'un qu'il déclenchera une maladie d'Alzheimer 7 à 8 ans après. Alors c'est très bien, mais on n'a pas de traitement. Vous comprenez bien la limite de la prédiction. Alors, il y a un côté positif, c'est que si on est capable de repérer la maladie 6 à 7 ans avant, on est probablement capable de la traiter 6 à 7 ans avant. Et comme les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer et le Parkinson, sont des maladies de la braise, c'est-à-dire sont des braises qui couvent et qui finissent par déclencher un incendie, si vous envoyez les pompiers quand il n'y a encore que des braises dans la forêt, c'est bien plus efficace que quand ils arrivent après l'incendie. Mais il n'empêche que ça pose quand même un problème de dire à quelqu'un, écoutez, vous allez faire, à l'heure actuelle, vous allez faire une maladie d'Alzheimer dans 6 ans ou dans 7 ans. Très bien, docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. C'est un peu compliqué. Le deuxième problème, c'est que on est capable de faire de la prédictibilité à court terme, et c'est prédire la mort. Donc vous voyez bien que, d'abord, la première chose, je vous ai mis ça, mais la première chose, c'est apprendre le diagnostic par un écran. C'est un peu compliqué. Nous, un gros bout de notre travail à l'heure actuelle consiste à voir des malades qui nous ont expliqué pourquoi ils ont un Parkinson sclérose en plaques avec 3 tumeurs cérébrales grâce à Google. Ça prend du temps, c'est pas très efficace, et pendant ce temps-là, nous, on ne fait pas notre travail. La deuxième chose, c'est cette vision-là qui est un peu froide. Mais finalement, aimeriez-vous passer dans une machine parce que vous avez eu un peu d'engourdissement de l'hémicorps et que vous êtes jeune, et ressortir de l'IRM avec sur un écran marqué « Vous avez une sclérose en plaques ». Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ce que les patients attendent. Le problème... Ah oui, ça n'a pas marché comme je voulais, mais ce n'est pas très grave. Le problème, c'est ce problème-là. C'est-à-dire que
Est-ce que la machine peut prescrire? Alors on va aller dans l'actualité récente, mais avant je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans la réanimation de Chicago, et la réanimation de Chicago a testé un algorithme qui est un algorithme prédictif de la mort cardiovasculaire. Donc quand vous êtes en réanimation, je suis capable, l'intelligence artificielle, sur des micro-signes, est capable de détecter les arrêts cardiaques 6 heures avant qu'ils arrivent. Alors c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que vous comprenez bien que si vous êtes en réanimation, être en réanimation nous permet d'avoir des soins beaucoup plus efficaces en amont. Alors on va prendre la manière dont les médecins raisonnent, je suis désolé si je vous choque un peu. Si vous avez 20 ans, on va se battre pour vous réanimer. Si vous avez 40 ans ou 50 ans, que vous êtes bien acéré, on va se battre pour vous réanimer. Si vous avez 60, 70 ans, que vous êtes en forme, que vous avez une famille, on va se battre pour vous réanimer. Si vous avez 80 ans et que vous avez des artères très fatiguées, que vous avez tiré sur la corde largement et qu'on n'est pas sûr de vous rattraper, peut-être serons-nous moins enthousiastes. On le fera, mais on sera moins enthousiastes. Tout le problème consisterait, et dans l'algorithme, il y avait quelque chose, de savoir si la machine ne décide pas en amont. C'est-à-dire, encore faut-il qu'il y ait un médecin, que le médecin soit là pour le faire et qu'il ait été averti du risque cardiovasculaire. Et ça, ces protocoles-là ne sont pas déterminés dans l'état actuel des choses. Alors pourquoi je vous mets un Boeing d'Ethiopian Airlines? Hélas pour les gens qui étaient dedans. Parce que c'est le prototype même du raisonnement qu'on voit avec la prédictibilité et la prescriptibilité. Qu'est-ce qui se passe? Le 737 MAX est un vieil avion qui a été, vous savez, c'est comme les boules de pâte. Vous avez une grosse boule de pâte et vous voulez faire de la tarte pour 6. Jusqu'ici, pas de problème. Et puis, arrivent 3 nouveaux invités ou 4 nouveaux invités, donc vous faites de la tarte pour 10 avec la même boule de pâte. Vous allez avoir moins de pâte. Et puis, là, vous voulez faire de la tarte pour 24. Il ne va plus rester beaucoup de pâte. Donc, comme il ne reste plus beaucoup de pâte, vous risquez d'avoir des trous dans la pâte. Pour éviter les trous dans la pâte, c'est-à-dire pour que l'avion vole, parce que le 737 est un vieil avion, vous utilisez des systèmes d'intelligence artificielle qui vont corriger un certain nombre de défauts. Le problème, c'est que quand votre avion est très plat et qu'il décolle, il y a une possibilité qu'il décroche. Alors, décrocher un avion, c'est un avion qui tombe comme une pierre. En fait, il n'a plus suffisamment de portance, donc il tombe par les fesses. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est l'arrière de l'avion qui tombe. Et le moyen d'éviter que le Boeing ne tombe, c'est d'incliner le Boeing, de lui faire un piqué, il reprend de la vitesse et il remonte. Qu'est-ce qui s'est passé dans le crash de Lion Air, qui a eu lieu il y a 5-6 mois et qui a tué 180 personnes? Et très probablement dans le crash d'Ethiopian Airlines, c'est la même chose, on peut supposer que c'est la même chose. L'intelligence artificielle qui présidait au pilotage s'est trompée, les capteurs se sont trompés parce qu'il y a une erreur structurelle dans le capteur, et donc les capteurs ont analysé le fait que l'avion décrochait. Et donc, l'intelligence artificielle a fait piquer l'avion. Chez Lion Air, le pilote a remis l'avion dans le bon sens, sauf que l'intelligence artificielle avait la possibilité de refaire repiquer l'avion parce que le concepteur n'avait pas confiance dans les pilotes, l'avion avait une petite faiblesse, et donc Boeing a décidé que l'intelligence artificielle passait avant le pilote. On revient à ce que je vous disais pour la réanimation, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle décide, eh ben on va avoir un problème, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir effectivement des crashs exactement de la même manière, on ne tuera qu'une personne à la fois. Et la deuxième chose, c'est, cette vision est un peu cynique, si j'ose dire, mais est-ce qu'on ne terminera pas avec des lits d'hôpitaux, avec des parcs-mètres à côté de la même manière? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, nous ne serons pas déterminés en fonction de certains critères assurantiels? Enfin, dernière chose, avoir une confiance aveugle dans les mathématiques. Alors, pour une fois que je peux dire du mal des mathématiques, dans des réunions d'intelligence artificielle, je suis désolé pour les ingénieurs qui sont dans la salle. Albert Einstein avait un petit camarade qui s'appelait Theodor Gödel. Theodor Gödel, qui s'est fait plomber par tous les mathématiciens de la planète pendant 10 ans, a démontré en 3 théorèmes, alors là il y en a un, mais je vous défie d'arriver à prouver ça, a démontré qu'aucun algorithme ne prenait jamais la totalité des facteurs en compte parce qu'il était quasiment impossible de déterminer mathématiquement la totalité des facteurs. Donc un algorithme n'a jamais la décision parfaite parce qu'il n'a jamais la base parfaite pour décider. La deuxième chose, c'est que c'est très bien un algorithme, mais Watson, c'est l'intelligence artificielle d'IBM, parce qu'il porte des noms, hein, Alexa, Watson, Siri, etc., etc. Watson a été installé dans un smartphone pour la détection des mélanomes. Alors le mélanome, c'est le cancer très vilain du grain de beauté qui est vraiment une vacherie sans nom. Si je fais une photo de mon grain de beauté pour savoir s'il va se cancériser avec mon smartphone, le taux de prédiction, le taux valable de prédiction, c'est-à-dire qu'à 95%, mon smartphone le sait.
Si le dermatologue regarde la photo, il ne prédit la transformation que dans 75% des cas. Dermatologue, poubelle, je garde mon téléphone. C'est un peu plus compliqué que ça. Les gens de Watson étant plus intelligents que moi, ils font une photo avec le smartphone et le dermatologue a droit de toucher le grain de beauté. 93,5 versus 95, la même chose. C'est-à-dire que finalement, le dermatologue qui touche le malade ou le smartphone, pareil. Bon. Sauf qu'un dermatologue, il faut 12 ans pour avoir un dermatologue plein d'expérience, etc. Globalement, je ne vais quand même pas garder le dermatologue. On monte encore d'un cran. Si le dermatologue a droit d'avoir le smartphone et d'analyser en plus du smartphone, 99,9. C'est-à-dire que la prédiction est quasiment parfaite. Donc on voit bien que l'association de l'algorithme et du médecin, ça fonctionne très bien. L'algorithme tout seul a une marge d'erreur et qu'il ne fera pas de la médecine parfaite. Et d'ailleurs, il y a un papier du MIT, je remercie Olivier s'il est encore dans la salle, il y a un papier du MIT qui montre que le meilleur système, qui est un papier scientifique, qui montre le meilleur système en gestion de la médecine, en gestion des crises, c'est l'association de l'intelligence artificielle et ce qu'ils appellent l'intelligence humaine, HA maintenant. Et donc c'est la combinaison entre les deux qui permet de passer les situations difficiles, en particulier en médecine. Alors, pour terminer, oui, alors c'est Schrödinger. Hein, celle-là, je l'aime bien. Alors je l'ai mise, je suis désolé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais si le chat est mort ou pas. Là, on ne sait pas si l'assiette va casser ou pas. Donc la prédiction, c'est un art difficile. En fait, la médecine a la capacité de faire des choses quasi miraculeuses. Alors ça fait très prétentieux de dire ça, je vous explique. Les sourds entendent. D'accord ? Si je vous mets un implant cochléaire, un certain nombre de sourds de naissance entendent. Les aveugles voient. Alors je vais parler sous contrôle, mais avec des rétines artificielles, on commence à avoir des panels où les gens voient du blanc avec du gris qui bouge. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais pour un aveugle de naissance, vous voyez si quelque chose arrive sur vous, et on peut sincèrement penser qu'ils vont arriver à revoir en couleur dans un avenir relativement proche. C'est-à-dire qu'on sera capable, avec des rétines artificielles et des chips qui sont des neurones artificiels, de faire revoir les aveugles. Les paraplégiques remarchent. Alors cette chose-là est l'exosquelette de Samsung, qui est déjà moins gros que celui qui est en action à l'heure actuelle. Ces exosquelettes, si je vous mets que vous êtes paraplégique et que je vous mets dans ce système-là, eh bien, au lieu d'avoir un fauteuil électrique, vous avez cette structure qui vous permet de marcher à peu près où vous voulez. Alors à l'heure actuelle, vous avez une batterie comme ça de chaque côté, et le truc pèse 12 tonnes, mais on peut penser qu'assez rapidement, le système va être allégé. Et même, l'Université de Lausanne a implanté des chips à la base du cerveau de 3 patients paraplégiques depuis très longtemps. Ça a été fait à Grenoble aussi. Ces 7 malades remarchent tout à fait normalement avec un système électronique à l'intérieur de leur cerveau. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des choses extrêmement négatives. Néanmoins, ce sont des systèmes électroniques, ce ne sont pas des miracles. Dieu donne, Google prend. Hein. Ce sont des systèmes tarifés qui ne seront pas accessibles à tout le monde. Et même si ce sont de très beaux systèmes, ce ne sont pas des miracles. La deuxième question, c'est la question de la prédictibilité. Vous savez que Dick Cheney, qui était n'était pas un garçon sympathique, mais qui était le vice-président de George Walker Bush, avait un pacemaker connecté. Et durant toute la partie où il a été vice-président, le pacemaker a été déconnecté pour être sûr que personne ne l'assassine en prenant le contrôle électronique de son pacemaker. Ce qui pose quand même quelques petits problèmes en termes de gestion à long terme. Et puis la dernière chose, c'est que où vont toutes ces données et qui décidera? Est-ce que ce sont les assureurs qui décideront? Alors j'aime beaucoup aussi celle-ci, parce qu'en fait, les assureurs, ils ont bon dos en médecine, on les met partout, on explique qu'ils nous contraindront, et que globalement, ils vont se débrouiller pour qu'ils contrôlent notre vie, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas nous-mêmes qui nous limitions à force d'anticiper. Alors, je vais remercier un ami qui est dans la salle. Finalement, est-ce que la bonne question, c'est si j'invente un robot tennisman et que ce robot joue remarquablement bien, que j'ai des compétitions de robots tennisman, est-ce que si les gens qui jouent à Roland-Garros sont des robots, je continuerai à regarder Roland-Garros? C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui détermine l'empathie, la relation humaine et ce que je fais, y compris dans la médecine? Alors, c'est la question de la... Je vais plus vite pour ne pas prendre trop de temps. C'est la question de la musique. Quand vous écoutez de la musique, quand vous écoutez le même morceau de musique plusieurs fois, vous l'écoutez
à chaque fois avec une sensation différente. Pourquoi ? Parce que votre cerveau écoute la musique avec 6 ou 7 zones. Et vous n'écoutez jamais la balance entre les 6-7 zones n'est jamais la même. Eh bien, finalement, la richesse de votre ressenti, elle est liée à cette modélisation. Et cette modélisation, on ne sait pas la faire. Et c'est par exemple la question des robots émotionnels. Vous savez qu'on est en train de développer des robots, il faut en parler à Laurence de Villers, mais des robots qui vont garder les personnes âgées. Parce que si votre maman est toute seule chez elle et que vous habitez loin, eh ben on va mettre des systèmes d'assistance à domicile qui sont des robots assez performants. Le problème, c'est qu'il y a un travail qui a été fait, c'est Tisseron qui le démontre, mais il y a un travail qui a été fait, puisque finalement, pour que ces robots s'occupent bien des personnes âgées, on les a dotés de systèmes de reconnaissance faciale pour savoir quelle était l'humeur de la personne âgée qu'ils gardaient. Et en fait, le robot était calibré pour qu'il soit toujours d'accord avec la personne âgée. C'est-à-dire que finalement, quand elle est en colère, le robot descend d'un cran, attend et revient proposer les soins. Et on s'est aperçu que du coup, ça dégradait, il y a un travail assez rigolo, ça dégradait les relations avec les enfants, puisque finalement, les enfants sont bien plus contrariants que le robot. Alors, est-ce qu'il faut voir les choses toutes blanches ou toutes noires ? En fait, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je vous l'ai fait à la truelle, mais je voudrais vous donner 2 exemples et terminer avec ça. Le premier, c'est que la médecine algorithmique ne couvre pas la réalité de la nature. Le professeur Ziegler, qui a pris sa retraite maintenant, avait, de manière très anticipée, essayé de trouver un modèle dans la gestion des médicaments du Parkinson. Il a passé sa vie à faire des dosages de dopamine à l'intérieur du sang des Parkinsoniens. Il a donc collectionné une très jolie collection de 2500 dosages. Aucun dosage de Parkinsonien n'était le même que le Parkinsonien suivant. Ce qui veut dire que quand on faisait un mix des courbes algorithmiques, on avait une ligne plate. Ça veut dire que doser la dopamine, pour l'instant, dans le sang des Parkinsoniens, ça sert strictement à rien et qu'on ne peut absolument rien prédire, puisque la maladie est une atteinte purement individuelle. Aucun Parkinsonien n'a le même Parkinson que son voisin. Et donc, en fait, déjà, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, je voudrais vous raconter une histoire personnelle qui m'a beaucoup marqué, moi, et que je raconte toujours pour terminer. J'ai vu arriver, quand j'étais jeune chef de clinique, ça date, j'ai vu arriver une dame qui était atteinte d'une maladie neurologique épouvantable, qui s'appelle la maladie de Charcot, qui globalement vous fait perdre vos muscles les uns après les autres jusqu'à ce que vous mouriez en vous étouffant, et pour lequel nous n'avions pas de traitement. Nous n'en avons toujours pas beaucoup d'ailleurs. Cette dame est arrivée et en 6 mois, elle est arrivée à un état épouvantable. Et un soir, un vendredi soir, elle est arrivée sur un brancard, chez moi, dans mon bureau, agonisante. Je l'ai donc transférée à l'hôpital, pensant le lundi matin où j'allais à l'hôpital à l'époque, qu'on m'annoncerait son décès. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, alors à l'époque il n'y avait pas de moyens électroniques, mon bureau était couvert de post-it en disant « il faut que tu montes dans le service tout de suite ». Donc je suis monté dans le service et la personne qui gérait la patiente m'a dit « écoute, il faut que tu vois un truc, c'est vraiment extrêmement étonnant ». Et cette dame était en train de récupérer. Et pendant 2 ans, elle a récupéré tout. Elle s'est soumise à nos tentatives de torture permanente, c'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y avait un énorme enjeu. Si on arrivait à trouver pourquoi cette dame avait récupéré, on arriverait peut-être à guérir les autres. Donc on l'a coupée en tranches millimétriques toutes les 10 secondes. Elle a accueilli ça avec une patience absolument incroyable. Et puis 2 ans après, alors que nous avions renoncé à déterminer pourquoi elle avait fait ça, elle est venue me voir dans mon bureau et elle m'a dit « je viens vous dire au revoir, docteur, je vais mourir ». Donc je lui ai dit, écoutez, je veux bien l'entendre, mais là vous allez très bien, pourquoi vous allez mourir ? Elle m'a dit parce que, au moment où j'allais mourir, j'ai dit au bon Dieu, parce qu'elle était très croyante, écoute, je veux bien partir, mais mes enfants sont brouillés, ça me crève le cœur, j'ai essayé et j'ai pas suffisamment essayé, alors je vais mourir, mais je te les confie, je veux qu'ils se réconcilient. Et elle me dit, à partir de ce moment-là, j'ai récupéré. Mes enfants sont réconciliés. Je vais mourir. Elle est morte un mois après. La maladie a repris comme ça, elle a percuté le sol, si j'ose dire, extrêmement rapidement. On ne peut pas, dans la médecine, faire abstraction de la relation du patient au malade. On ne peut pas faire abstraction de ce que le patient ressent et de ce qu'il veut. On ne peut pas faire abstraction d'un certain nombre de choses immatérielles. Et donc, un médecin ne peut pas voir, pour reprendre la phrase de Philippe, ne peut pas voir 2 malades en même temps. Réduire la médecine uniquement à un aspect efficace
avec de la prédiction et de la prescription est, à mon avis, réduire la médecine à une dimension qu'elle n'a pas. Pour autant, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais si on fait abstraction de la chair et qu'on n'a qu'une construction intellectuelle, ça ne donnera pas grand-chose. Alors, je vais terminer en introduisant Martin, puisque vous voyez que les philosophes sont bien meilleurs que nous, parce que finalement, quand on lui fait utiliser l'intelligence artificielle, il passe à un niveau supérieur. Et ça, c'est pour Nicolas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégoire. C'est dans ces moments-là que je suis très contente de simplement passer les plats et de ne pas avoir à prendre la parole après des histoires comme ça. Donc, Voilà, merci beaucoup. Alors, on a fini sur la relation. Je vais recommencer par elle. Et puis, ce que docteur Grégoire nous a parlé de pâtes à un moment donné et que Natalia m'a introduit en disant que j'étais un chroniqueur, je vais faire référence à une chronique que j'avais écrite dans ce grand quotidien national, comme tu l'as dit, et qui fait référence justement à la relation. Et peut-être au fait que la relation va échapper à ce qu'on voudrait prédire d'elle. La relation n'est pas protocolaire. Cette petite histoire, c'est quelque chose de tout simple. Vous allez voir, c'était il y a peut-être 18 mois, puisque j'avais pas encore le 4e. Claire était la petite dernière. Elle avait 5 ans à l'époque. Et je me souviens, c'était un vendredi soir, ou un samedi soir, je m'apprêtais à faire des pizzas. Il y avait tout ce qui était là. Je cuisine très très peu. Mon épouse étant elle-même, par sa formation professionnelle, cuisinière. Donc déjà, c'était pas brillant avant de la rencontrer. Mais après, j'ai carrément délégué la chose à mon épouse. Je cuisine peu, mais je sais faire les pizzas. Elles sont bonnes. Je fais la pâte. C'est un moment... Voilà, je mets un tablier. Vous savez, quand un homme fait quelque chose, tout le monde dans la maison doit le savoir. Je mets un tablier, je me prépare un petit verre de vin, c'est l'occasion. Bon. Bref, tout était prêt et je sais d'avance le résultat. Le résultat, c'est que je vais passer moi-même un assez bon moment, que je vais faire que ça ressemble à mon objectif, à mon projet. Et tout le monde va être content. Et tout le monde va me remercier. Et papa est extraordinaire. Et tout le monde va me dire que c'est bon, etc. Et là, Claire arrive du haut de ses 5 ans et elle me dit « Tu fais quoi, papa ?» J'avais mis le tablier, le verre de vin était servi, tout était presque prêt. Et je lui dis « Ce soir, papa, il fait des pizzas. » Et elle dit « Oh, papa, je peux t'aider ?» Et là, je me dis non, elle ne peut pas m'aider, ça va être horrible si elle m'aide. Quand un enfant vous aide, vous devez l'aider à vous aider. Et c'est absolument terrible parce que il va y en avoir partout. Ça va être beaucoup plus difficile de vaincre la bonne quantité. Alors, elle casse les œufs, mais bon, elle casse... Enfin, voilà. C'est très difficile. Et pourtant, j'ai le choix à ce moment-là. Est-ce que je vais tenir à mon objectif, à ce que les philosophes appellent le skopos, ou est-ce que je vais me dire que mon objectif, c'est aussi la relation que je peux tisser avec ma fille à ce moment-là, ce que Aristote appellera le télos, qui est pas simplement avoir la pizza bien belle et bien jolie, mais aussi le chemin qui y mène. Hein, si je concours aux Jeux Olympiques et que je me lève tous les matins tôt pour faire 2 heures de footing et qu'un ami me dit « Mais t'es con, pourquoi t'y vas ?» Je dis « Pour la médaille. » Mais justement, t'es bête. Des médailles, il y en a plein sur eBay. Moi, je t'en achète. Je te trouve une médaille. Je te trouve même la même si tu veux. Et là, vous remarquez que vous ne courez pas que pour la médaille. Et peut-être que vous courez parce que c'est le chemin qui mène à la médaille qui compte au moins autant qu'elle. Et donc, soit je tiens à mon petit but, skopos, soit je me dis que je peux passer, mais ce n'est pas mesurable, ça m'échappe. Ça ne sera pas inscrit dans la pizza, peut-être même qu'elle sera un peu ratée du fait de l'avoir fait avec Claire. Mais soit je privilégie le télos, c'est-à-dire en réalité la relation. La relation, je crois, dans un monde de l'efficacité, eh bien la relation, c'est préférer la relation, c'est sans doute faire passer souvent eh bien, notre projet, c'est accepter le projectile, Claire en l'occurrence, papa je peux t'aider, bon, c'est
renoncer pour une partie à ce que notre projet soit seulement notre projet. Guérir quelqu'un malgré lui, sans lui, voire lui donner les moyens de se guérir tout seul, très bien, mais où est passée la relation? Or, Aristote définissait l'homme comme l'animal, l'être vivant doué de logos. Le logos, c'est le lien, avant d'être la raison. Plus fondamentalement, c'est le lien. L'homme est l'être doué de lien. Doué de lien, c'est-à-dire qu'il est l'être doué d'un manque, mais c'est une dotation, c'est un don. Il est doué d'un manque puisqu'il est fait pour plus que lui. Nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes. Et je voudrais commencer par là. La relation, pour moi, c'est quelque chose comme une impossibilité féconde. Et une impossibilité féconde quand c'est une impossibilité partagée, ou plutôt c'est une impossibilité qui nous contraint au partage. Vous voyez, je vais vous prendre 3 exemples rapidement parce que je vais y venir aussi au pendant, au protocole. Mais pensez à ce que c'est que l'écoute ou l'attention. Être attentif à quelqu'un, c'est commencer par accepter de ne pas savoir d'abord ce qu'il va nous dire. Il n'y a pas à proprement parler de technique d'écoute, de savoir-faire de l'écoute, puisque l'écoute est un savoir ne pas faire, ne rien dire, laisser venir, ou un ne plus savoir ce que l'autre va nous dire, pour faire ensuite exactement le geste qui va correspondre à la demande, parce qu'on lui a laissé le temps de faire venir la demande. C'est Saint-Augustin, il avait une définition de la prière en 3 mots que je trouve magnifique. Il disait, la prière, c'est tace et clama. Tais-toi et crie. Tais-toi et crie, c'est-à-dire fais silence pour laisser monter ce qui actuellement crie dans ta vie et pour pouvoir l'adresser à celui qui saura mieux l'entendre, d'autant mieux l'entendre que tu as enfin pu lui offrir. Voyez, l'écoute ou l'attention, Simone Weil disait que c'était un effort négatif, puisque c'est l'effort qui consiste à ne pas faire d'effort pour que la chose puisse enfin se murmurer ou se formuler à nous. C'est intéressant, récemment, j'avais donné comme sujet à mes élèves d'Hippocagne, faire la paix. Et voilà, ils ont plutôt raté d'ailleurs. Mais je leur disais, mais vous voyez, faire la poésie, c'est-à-dire le mode de production, est-ce qu'on fait la paix comme on fait un gâteau? Non, parce que le gâteau, on peut le faire tout seul, alors que la paix, c'est forcément à 2. C'est-à-dire, c'est se suspendre dans la relation à un autre que soi. C'est ça l'impossibilité féconde, parce que tout seul, faire la paix tout seul, ça marche pas. Ça marche pas. Je peux, dans une relation unilatérale, me faire un ennemi, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un se déclare comme mon ennemi, je le deviens de fait. Mais pour me faire un ami, il faut que mon ouverture à cet ami rencontre son ouverture. Sinon, il ne se passe rien. Ça me fait penser aussi au don. On est dans une religion du Dieu amour. Et comme le disait François Varillon, l'amour, c'est pareil, c'est 3 mots, c'est accueil et don, ou don et accueil. Mais c'est très très beau, le don, parce que le don est par 2 fois fragile. Il est fragile en aval parce que le don ne s'accomplit que dans le merci de l'autre. Si votre don ne rencontre que l'ingratitude de l'autre, si vous achetez un cadeau à un enfant qui vous dit « mais c'est quoi là, emballé ?» Ouvre, non mais dis-moi c'est quoi, parce que c'est une petite voiture, va la déposer dans ma chambre, je verrai ça plus tard, tu verras, il y a d'autres cadeaux pas déballés. Vous dites, mais le don là, c'est un abandon puisqu'il n'est pas capable de le recevoir. Donc le don s'accomplit par l'autre, mine de rien, par cet autre. Le don est 2 fois fragile, je veux te donner, mais peux-tu recevoir? Il est 2 fois fragile, ça c'est la première fois, en aval et aussi en amont. Aussi en amont parce que, c'est Marcel Mauss, il dit, la structure du don, c'est donner, recevoir et rendre. Donc je donne, on me remercie, je ne sais pas, voilà, je t'invite pour te donner t'offrir un repas, voilà, je t'invite chez moi, la personne accuse réception de l'invitation, merci beaucoup, et quand elle vient non pas avec tout le repas, ça serait un peu bizarre, entrée, plat, dessert, vin, et elle est folle, non, elle vient avec des fleurs, une bouteille de vin, on dit mais il ne fallait pas, mais en même temps j'ai compris qu'en effet il ne fallait pas déjà que vous m'invitassiez, c'est-à-dire tout ça est contingent, tout ça n'est pas nécessaire, tout ça est du don, rien n'est un dû là-dedans. Et il ne fallait pas, c'est gratuit, le don circule, mais Marcel Mauss n'a pas vu qu'en amont du don, il y a aussi la demande. Un don qui n'écoute pas la demande de l'autre, un don ou alors
à aucun moment rencontre quelque chose qui aurait pu être la demande de l'autre, à la fois un don qui n'est que la demande et un don qu'on donne pour avoir le merci n'est pas un don, à la fois un don sans merci et un don qui ne correspond pas en quelque mesure à quelque chose qui pourrait convenir à l'autre, eh bien, n'est pas un don. Je pense à cet ami, son père lui avait ramené une fois, il habitait dans un 17 mètres carrés, un immense frigo, grand comme ça, qui passait à peine sous son plafond. Et il dit, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il dit, non, 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 ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bah oui, à lui, mais il n'y avait pas la demande. Vous voyez, l'écoute qui nous suspend aux lèvres d'un autre, le don qui nous suspend à l'ouverture d'un autre, que demande-t-il, et à son accueil. Et dernier exemple, parce que celui-là est pour moi capital, je l'ai développé dans un livre qui paraîtra avec deux amis qui s'appelle Le Dictionnaire paradoxal de philosophie, où on élabore 150 paradoxes. Mais je me suis intéressé au paradoxe de la consolation. Vous savez, on ne peut consoler ni d'en haut, mais t'inquiète pas, ça va passer, c'est rien, je suis passé par là. Bon, oui, ben tu ne sais pas à quel point je suis désolé, c'est-à-dire je suis sans sol. Tu me consoles en me disant ton mal n'est pas un mal, donc tu ne me rejoins pas. Et en même temps, si tu te désoles autant que moi, si tu tombes autant que je suis tombé, eh bien, voilà, deux malheureux ne font pas un retrouvé. Donc la consolation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne console bien, je crois, que quand on sait d'abord qu'il est impossible de consoler l'autre. Quand on sait d'abord qu'il est impossible de consoler l'autre, mais que cela pourtant n'est pas une raison de n'être pas à ses côtés, de n'être pas là. Merci d'avoir été là, dit-on à celui qui nous a permis de traverser l'épreuve. Merci d'avoir été là, non pas d'avoir fait ceci ou cela, d'avoir eu ces bons mots, etc. D'avoir été là, c'est-à-dire, alors même que tu n'avais plus le mode d'emploi de ma vie, d'avoir été fidèle à ma vie. Ce qui m'a soufflé à moi, qui n'avait plus non plus le mode d'emploi de ma vie, de lui rester fidèle. Merci d'avoir été là, c'est en fait, pourquoi? Bien parce que peut-être qu'une présence est d'autant plus offerte qu'elle se sait d'abord inefficace. Si vous allez à l'autre uniquement dans un but d'efficacité, vous risquez de passer à côté de lui. Le vrai consolateur, c'est celui qui ne veut pas d'abord être un consolateur ou qui a à un moment donné renoncé et qui reste pourtant, et qui reste là. Et donc, le contraire de cela, vous voyez, la relation comme impossibilité féconde, comme le fait que, vous voyez, impossibilité parce que ça ne dépend pas que de moi. Je dois me suspendre aux lèvres d'un autre, je dois consentir à ne pas pouvoir aider l'autre tout en lui étant fidèle, pour l'inviter lui-même à être fidèle à sa vie alors qu'il ne peut plus s'aider lui-même, ou je me suspends à la gratitude ou à l'ouverture de l'autre. Contre tout cela, le plus contraire à tout cela, c'est bel et bien, en effet, quelque chose comme le protocole. Comme le protocole qui pourrait nous donner l'illusion, il en faut évidemment, mais il y a l'illusion dans le protocole que, en effet, on peut faire pour l'autre sans lui. Récemment, je discutais avec mon ostéopathe, et mon ostéopathe me parlait, alors lui, il était médecin généraliste, à un moment donné, il a problématisé sur le plan médical la pilule, donc il y a très longtemps déjà, hein, il disait, mais au fond, on n'a aucune visibilité. Et puis, puisqu'il était catholique, il y a une sorte de cabale contre lui. Il habitait un petit village où on disait que c'était idéologique d'abord, alors que pour lui, c'était une réflexion, certes sans doute suscitée par le fait que c'était problématique pour l'Église, mais il disait, mais au fond, la pilule est une idée. Et donc, on ne l'interroge pas aussi dans ses effets. Voilà. Et lui, il a quitté le milieu de la médecine générale pour devenir ostéopathe. Et ce docteur-là me parlait de l'avenir de la médecine et il disait que son gendre, alors il disait mon gendre, j'ai un a priori favorable parce qu'on a toujours d'abord un a priori tellement défavorable qu'il faut bien contrebalancer. Et donc, je m'intéresse à tout ce qu'il fait. En plus, il a fait quelque chose de brillant qu'il a vendu à pratiquement la moitié des hôpitaux de France, apparemment, quelque chose qui marche très bien. C'est un protocole qui décrit la prise en charge pour les enfants. Et donc, c'est quelque chose à suivre. Et il explique ça, comment ça passe. Et il dit, la dernière fois, malheureusement, au repas, parce qu'il a eu un prix pour ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as fait? Il dit, quand même, un protocole, ça facilite. Et il dit, oui, mais alors pour qui tu l'as fait? Il dit, dès lors que les hôpitaux le suivent, les hôpitaux sont couverts. Il dit, oui, c'est peut-être ça le problème depuis que j'entends parler de ça, c'est que
en réalité, tu ne l'as pas fait d'abord pour les enfants. Tu l'as fait pour qu'ils soient couverts, pour qu'ils soient protégés juridiquement. Et ça me fait penser toujours, on parlait de la confiance tout à l'heure, on a rapidement évoqué Jacques Ellul. Jacques Ellul, dans Sans feu ni lieu, qui est un très très beau livre sur la ville et la Bible, c'est une sociologie biblique de la ville. Il raconte ce que c'est que la première ville, c'est Enoch. Enoch, c'est Caïn qui la fonde. Et Caïn, il fonde cette ville, donc après avoir tué Abel, eh bien, Dieu lui offre sa protection. Et Caïn n'a qu'à lui faire confiance. Le sang de Caïn ne coulera pas. Mais Caïn, la première chose qu'il fait, étant devenu nomade comme son frère Abel, c'est le seul châtiment finalement, eh bien, il crée la ville. Et la ville, dit Ellul, c'est une sorte de protection au carré. Il se protège de la protection que Dieu lui avait donnée. Et combien de fois passons-nous notre temps à nous protéger pour ne pas entrer dans la relation, pour ne pas entrer dans la confiance, c'est pour ne pas entrer dans cette aventure de la liberté de l'autre, de sa propre liberté. Pour moi, la mentalité du protocole, c'est cette mentalité qui espérerait confier à une machine le soin de nous dire quand est-ce que quelqu'un doit être débranché ou quand est-ce que cette personne devrait continuer d'être maintenue en vie. C'est la même mentalité qui voudrait, par exemple, en religion, se dire qu'on peut se planquer derrière la loi, une loi tellement bien faite que, alors que, justement, c'est ce qui est intéressant avec les prophètes et même avec Jésus jusqu'au bout, c'est que y a une pensée de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Mais en fait, la loi, c'est ce que Dieu, pour moi, c'est le pied que Dieu a mis dans la porte pour que les hommes ne se renferment pas sur leur petit monde. Mais qu'est-ce que font les pharisiens avec la loi? Eh bien, ils n'en font pas le pied de Dieu dans la porte de l'humanité pour que l'humanité ne se renferme pas sur elle-même. Les pharisiens en font la clé de la porte pour exclure un grand nombre de personnes. Et vous voyez, il y a une tentation comme ça de faire de la loi quelque chose qui nous permet de nous mettre sur pilote automatique. En géopolitique, c'est les théories de la guerre juste, qui, j'aime pas mal les travaux de Chantal Delsol là-dessus, où elle dit, mais la guerre juste, ça serait, à un moment donné, éliminer dans la guerre le tragique et dire, bien, dans les cas-là, il faut entrer en guerre, dans les cas-là, il ne faut pas entrer en guerre, etc. Alors qu'elle dit que rentrer en guerre, c'est une décision. Et qu'est-ce que c'est qu'une décision en philosophie? C'est un excès de la praxis sur la théoria, un excès de l'agir, la praxis, sur la théoria, sur la connaissance. La décision, c'est ce que vous devez prendre quand vous n'avez pas toutes les raisons de le faire. Cécile, veux-tu m'épouser? Elle doit prendre une décision. Déjà, lui a pris la décision de la demander en mariage. Est-ce qu'il avait toutes les bonnes raisons de le faire? Elle doit prendre une décision, oui, non. Le plus sage serait qu'elle équilibre la praxis par la théoria, l'action par la connaissance. Écoute, je vais réfléchir. Parce que quand même, c'est dangereux. Vous voyez, à mon avis, avant de s'engager, laisse-moi faire le tour de la question. Le problème, c'est qu'il y a des questions dont le périmètre, si vous voulez en faire le tour, est infini. Vous voyez, d'abord, il faudrait voir si on peut... Alors, je ne sais pas si un jour, il y aura des logiciels qui nous permettent de nous projeter, de voir comment on vit l'épreuve ensemble, comment on vit le fait d'avoir oublié de filer les clés de l'autre et d'être parti en ayant fermé ensemble, comment après on vit la gastro des enfants ensemble, comment on vit la vieillesse ensemble. Et à la fin, on pourrait dire, ah bah oui, je veux bien t'épouser, mais ça sera trop tard. Donc la décision, c'est ce moment où en effet, c'est le moment d'audace, c'est-à-dire on ose quelque chose qu'on pressent comme bien, sans savoir si c'est bien, mais si on ne l'ose pas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. C'est vraiment un moment tragique. Et au fond, il y a du tragique dans la vie, il y a de la liberté, il y a de la décision, il y a des logiciels de plus en plus d'aide à la décision, mais ça ne fait que retarder l'échéance, puisque au fond, à un moment donné, eh bien, soit, en fait, la chose est évidente, comme 2 plus 2 égale, alors là, vous décidez rien, 4, bon, et si vous décidez, c'est un peu bizarre, comme une fois, j'étais en première S et il y avait, c'était sur le mode de l'ironie, mais un camarade qui était très, très ironique, il avait été voir la prof de maths, qui, elle, ne faisait pas trop dans l'ironie, il lui avait dit, écoutez, madame, vraiment, je vous respecte beaucoup, je respecte vos opinions, mais j'aimerais bien qu'en retour, vous respectiez les miennes. Moi, j'ai accepté votre résultat et toute la classe l'a accepté, mais acceptez aussi mon résultat à moi qui a des défauts. Ça, je ne le cache pas, mais
juste pour un esprit de tolérance et d'ouverture, etc. Bon, vous voyez, mais finalement, soit c'est 2 + 2 = 4, il n'y a pas de décision, soit, bon, aide à la décision, mais de toute façon, la décision, c'est ce moment qu'on ne peut pas retarder, où l'on fait l'expérience de sa liberté. Et au fond, vous voyez, imaginez un monde où il n'y aurait plus l'homme qui décide, ce serait imaginer un monde où se multiplieraient les rapports sans relation. Et d'ailleurs, rapports sans relation, une fois j'écoutais des élèves, c'est pas moi qui leur avais donné le sujet, j'ai aidé un élève à coller ses élèves, comme on dit, et leur sujet c'était la violence, donc je n'avais pas préparé, je les écoutais, et je leur ai dit mais personne définit la violence, c'est quoi? Alors on avait cherché ensemble, ça avait duré 2 heures au lieu d'1, et en fait on était arrivé à ces 3 mots encore, hein, tachiette, clamal, ou je ne sais plus ce que j'ai dit, bon, mais là c'est un rapport sans relation, la violence. Et vous frappez quelqu'un, vous êtes en rapport avec lui, mais vous n'êtes pas en relation. Où l'enfant parle à son père qui est sur un truc, là, le père dit il est en rapport, mais il n'est pas en relation. Dans le viol, dans l'indifférence, dans la violence est un rapport sans relation. Or, tout ce monde où le protocole se trouve face à nous et donc nous dit quelque chose, mais empêche la relation, c'est un monde violent. C'est le monde peut-être aussi de l'administration. Alors on peut s'en plaindre. Parfois, il y avait des collègues qui s'en plaignaient du tout administratif dans notre lycée, etc. Puis alors je leur ai quand même rappelé, c'est un texte de Carl Schmitt, le juriste allemand un peu infréquentable, mais qui a une idée assez extraordinaire. Il dit « À chaque conception de Dieu correspond un régime politique. Au Dieu tout-puissant, personnel, baroque, correspond un pouvoir qui règne et qui gouverne, Louis XIV. Au Dieu déiste des Lumières, qui régit le monde, mais sans volonté, un Dieu pure raison, à cela correspond le pouvoir qui gouverne, mais ne règne plus. Et enfin, au monde qui n'a plus de Dieu, correspond le pouvoir administratif qui ni ne règne, ni ne gouverne. Et ça, c'est violent. Vous voyez, un pouvoir qui ni ne règne, ni ne gouverne, un pouvoir sans volonté, pure raison. Margaret Thatcher, le TINA, There is no alternative. C'est 2 + 2 = 4. C'est comme ça. Et alors certes, on a envie de dire, oui, mais avec Louis XIV, il y avait, selon mon bon plaisir, il y avait la décision arbitraire. Il faut l'enlever, cette part de personnalité, de décision arbitraire, etc. On en a parlé dans la conférence précédente. En même temps, vous voyez, je fais un cours à Sciences Po sur l'éthique du renseignement, l'éthique de l'espion. Et en étudiant tout ça, j'ai remarqué que Bossuet, enfin, tous les penseurs de la cour disaient que le roi, à un moment donné, il devait délibérer dans le secret, il n'avait pas à rendre raison de tout ce qu'il fait, sinon il n'est plus le roi. Et donc il y avait une valorisation du secret comme appartenant, comme moment, si vous voulez, de la délibération qu'il fallait respecter. Un roi qui rend raison de tout, finalement, n'est plus le roi. Et on a, bien sûr, avec la res publica, avec la République, lutté contre ça, dit on va lutter contre ce secret, et en même temps, Fouché, le Premier ministre de l'Intérieur, si l'on veut, eh bien, qu'est-ce qu'il invente dès lors qu'il y a la République? Les services secrets. C'est-à-dire que, comme s'il y avait une dimension du secret, du tragique de la décision et de la non-transparence qu'il fallait simplement assumer. Vous voyez, le but, sans doute, c'est d'amoindrir la part de liberté, la part de tragique, la part de responsabilité qui peut nous revenir dans la relation, et notamment médicale. Or, quand il y a relation, la part de responsabilité est maximale. Et même, quand vous regardez la confiance, je trouve ça extraordinaire, la confiance, parce que vous avez la confiance qu'on a, ça c'est un sentiment de sécurité qui accompagne l'idée que quelqu'un agira comme il a prévu d'agir, ou que quelque chose, j'ai confiance en ma voiture, bon, ça c'est un sentiment. Puis quand on n'a plus ce sentiment-là, quand mon fils, je sais pas, est rentré une fois en ayant fumé une cigarette, quand j'ai plus confiance, et c'est qu'un sentiment qui est généré par l'habitude, je peux entrer dans la confiance que je vais faire. C'est-à-dire que je vais aller le chercher à l'école une paire de fois, qu'ils comprennent bien que je suis là, qu'il ne va pas se mettre à fumer à 12 ans. Bon. Et puis à un moment donné, je vais lui dire, écoute, Joseph, si tu te mets à fumer maintenant, t'imagines, etc. Mais bon, oui, mais les autres, ils disent bon, écoute, t'es un être libre, t'es un être... Allez, je ne vais plus te chercher à l'école, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et là, c'est la confiance qu'on fait, c'est l'acte par lequel on restitue l'autre dans sa responsabilité. Mais ce que j'ai récemment compris, mais tout récemment, avant je disais que ça,
mais c'est que quand on fait confiance à quelqu'un, en réalité, on vit quelque chose d'extraordinaire parce qu'on devient responsable de sa responsabilité. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, bon, je t'ai cherché pendant quoi ? Oula, 2 mois à l'école, bon, tu vas pas te mettre à fumer, je te fais confiance. Et puis, 3 mois après, il fume de nouveau, il dira, voilà, pourtant je t'avais fait confiance, je suis déçu, bon, et puis on se frite avec lui. Non, qui fait confiance quand je fais confiance ? C'est moi. Et donc, ça veut dire, je te restitue dans ta responsabilité, mais c'est moi qui te restitue dans ta responsabilité, donc je suis là pour toi. Je suis là pour toi, c'est-à-dire je me sens responsable de la responsabilité que je viens te donner. Une sorte de responsabilité puissance 2, si vous voulez. Et donc, tout ça pour vous dire que, en effet, il y a peut-être quand même une tendance naturelle à l'homme de fuir sa liberté. Pourquoi ? Parce qu'il veut fuir l'être relationnel qu'il est, l'être qui, de façon tout à fait inefficace, se suspend à la parole que l'autre va nous dire, à la liberté d'un autre, je te fais confiance, à sa capacité de recevoir ce que je veux lui donner dans le don ou la consolation. Et peut-être qu'en effet, on rêve d'abolir cela. Tout à l'heure, Mathieu nous parlait du 19e siècle, dans lequel on était encore. Je vous cite un texte de Victor Hugo, Le droit et la loi, que vous trouvez sur Internet d'ailleurs aussi, mais dans Actes et Paroles, mais allez le voir, il est rigolo. Il dit que toute l'histoire de l'homme se résume à la querelle du droit contre la loi. Du droit, c'est ce qui doit être, c'est-à-dire ce que je dois faire pour que le monde soit digne, et la loi, c'est ce qui est. Et il dit que le progrès est tel que la querelle tend de plus en plus à décroître. Je vous cite Victor Hugo. Le jour où cette querelle cessera, donc on pourrait dire entre praxis et théoria aussi, entre agir et connaissance. Le jour où cette querelle cessera, la civilisation touchera à son apogée. La jonction sera faite entre ce qui doit être et ce qui est. La tribune politique se transformera en tribune scientifique. Fin des surprises, fin des calamités et des catastrophes. On aura oublié le cap des tempêtes. Il n'y aura pour ainsi dire plus d'événements. La société se développera majestueusement selon la nature. Plus de disputes, plus de fiction, plus de religion aussi, plus de parasites. Ce sera le règne paisible de l'incontestable. Le règne paisible de l'incontestable. On ne fera plus les lois, on les constatera. Les lois seront des axiomes. On ne met pas aux voix 2 et 2 font 4. Le binôme de Newton ne dépend pas d'une majorité. Il y a une géométrie sociale, on sera gouverné par l'évidence. Le code sera honnête, direct, clair. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la vertu la droiture, etc. Et il dit, bon voilà. Et d'ailleurs, il dit, l'œuvre est-elle achevée ? Non, certes. On ne fait encore qu'entrevoir la plage lumineuse et lointaine, l'arrivée et l'avenir. En attendant, on lutte. Est-ce que j'ai encore 3 minutes pour conclure ? Ouais, allez, pour conclure. Ouais, c'est minuté. Simplement, tenez, je vais conclure sur le miracle. Vous voyez, au fond, le savoir, évidemment, est bien. Le problème, ce serait d'imaginer que le savoir pourrait nous soulager complètement de notre responsabilité, d'être en relation. Je pense souvent à cette question qu'on a pu se poser à un moment donné. Est-ce qu'il y a entre l'embryon et le fœtus une simple différence de nature ou de degré ? S'il y a une différence de nature, on peut bien comprendre qu'à partir d'un certain moment, c'est un amas de cellules, et puis après, c'est une personne en puissance. Mais on a plutôt tendance à montrer qu'il n'y a que des différences de degré. Mais c'est sur cette différence de degré que le penseur canadien Peter Singer s'appuie pour autoriser l'avortement à 9 mois et même un avortement postnatal si la maman finalement n'en veut pas. Et donc c'est très intéressant. Vous voyez, vous avez le savoir qui vous dit du début de la vie jusqu'à la fin, il n'y a que des différences de degré. Il n'y a pas un moment donné, je vous dis, amas de cellules, puis ensuite être humain. Mais cette différence de degré a pu être interprétée comme une autorisation plus grande à faire ce que l'on veut de cette vie naissante. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aucun savoir, quel qu'il soit, ne vous donne la dispense de penser et presque même de choisir la façon dont vous voulez lire le monde. C'est-à-dire que l'homme a une liberté que même Dieu n'abîme pas, et la liberté, c'est comme la question de Jésus au légiste, « Et toi, que lis-tu » ou à ses disciples, « Et pour vous, qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis ?» C'est-à-dire que finalement, je voulais conclure sur le miracle, c'est Blaise Pascal qui dit « Mais un miracle n'est pas une épreuve pour
la raison, c'est une épreuve pour la foi. C'est-à-dire que le miracle, ce n'est pas l'homme qui peut vérifier le miracle, car un miracle, ça arrive comme ça. Et puis, est-ce que c'était un miracle? Est-ce que c'était psychologique? Est-ce que c'était bon? Ce n'est pas l'homme qui peut vérifier le miracle. C'est le miracle qui vérifie le cœur de l'homme. Est-ce que le cœur est à ce point endurci que tu pourras avoir tous les signes et ça ne changera rien à ta vie? Et je pensais à cet œil artificiel qui permet déjà de voir des zones blanches et grises. Et je pensais dans l'évangile de Marc, dans la guérison de l'aveugle, je vais finir là-dessus par 2 fois, mais dans la guérison de l'aveugle, ce qui est incroyable, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Jésus met avec de sa salive, fait de la boue, applique ça sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Que vois-tu » Et il dit « Oh, je vois des arbres qui marchent. » Et puis après, ici, à la 2e fois, eh bien, l'homme voit des êtres distinctement. C'est-à-dire que c'est un miracle, mais il y a une résistance, vous voyez, comme si le miracle, d'ailleurs, chrétien, eh bien, était là, mais il ne voulait pas abîmer la nature qu'il veut sauver. Il ne veut pas dire, mais je te fais ça comme ça, moi, ta nature, elle n'existe pas. Je crois qu'il y a beaucoup ça dans la technoscience et dans le mépris de tous les seuils que nous offre la nature, végétale, animale, humain, et tout ça devient indifférencié. Mais, vous voyez, Jésus, ici, reprend à 2 fois, et puis là encore, ça fait référence à l'évangile du paralytique. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Quand le paralysé descend vers Jésus et qu'il est posé là pour être guéri par Jésus, Jésus eh bien, lui dit « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Ça choque évidemment les docteurs de la loi en se disant « Mais il n'a pas le droit de pardonner les péchés ». Mais je pense que la foule a surtout été surprise en disant « Mais attends, c'est les gambettes qui doivent être guéries. Qu'est-ce qui pardonne les péchés? Mais il y a d'autres urgences. » Et puis après, dans un 2e temps, Jésus guérit. Mais comme si, en fait, il ne faut pas se tromper d'urgence. Qu'est-ce que nous voulons? Être absolument guéris de nous-mêmes ou être des hommes droits, justes, qui connaissons la relation, qui connaissons peut-être un Dieu à ce point personnel et en relation qu'il pardonne nos péchés. Je pense à cette femme qui une fois m'avait dit, vous savez, une fois, moi je suis protestante, alors aller dans une séance de guérison évangélique, je me suis dit pourquoi pas. Ils m'ont amené devant et à un moment donné, j'ai freiné, j'ai dit non, je veux rentrer. Ils m'ont dit mais non, on y est presque, n'aie pas peur. On a vu des gens se lever de leur fauteuil, on a vu des gens guéris de leur addiction, etc. Et elle a dit oui, mais en fait, ces jambes-là, depuis que je les ai comme ça, elles m'ont permis d'être d'autant plus en relation. Je veux les garder telles qu'elles sont actuellement. Voilà, merci. Merci. Au terme de cette journée, c'est fascinant parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et c'est le portrait d'une humanité extrêmement fragile et peu sûre d'elle, finalement, qu'on est en train de dessiner dans une espèce de pénombre. Et j'aimerais bien que Nicolas Butet, tu viennes pour nous aider à conclure. Cette fois-ci, je suis gêné pour une autre raison, c'est que c'est tard. J'aimerais peut-être juste ramener le rapport entre la science et la sagesse. Quelqu'un disait un jour très justement que la science consiste à savoir qu'une tomate est un fruit, la sagesse consiste à ne pas en mettre dans la salade de fruits. Et voyez-vous, je pense que la science, c'est le professeur Lejeune qui disait ça, la science est cumulative, la sagesse ne l'est pas. Face à la fulgurance du progrès, il y a le temps d'acquisition de la sagesse. Et je crois que cette articulation entre science et sagesse est quelque chose de très important aujourd'hui à creuser. Michel Puch disait que finalement, il y a une sorte de continuité de la sagesse de Sénèque à Gandhi, de Mo-tse à Kofi Annan, si j'ose ces exemples, et que finalement, la science peut être disruptive, mais ce qui va porter le côté disruptif de ces sciences telles qu'on les a vues aujourd'hui, eh bien, c'est une sagesse qui porte ça. Cette sagesse, c'est l'être humain qui est intériorisé, qui a accueilli sa vulnérabilité, qui a accueilli sa fragilité, qui a intégré tous ces éléments-là et sa relationnalité.
et qui fait que tout d'un coup, toutes ces choses-là sont regardées avec un regard neuf. De sorte que ce n'est plus tellement le regard de l'expert ou la logique de l'expertise qui va être déterminante, mais c'est la logique de la sagesse qu'il va falloir introduire dans cette réflexion. Le deuxième point, je vais un peu rapidement comme ça, le deuxième point qui me paraissait important, c'est qu'on peut être un peu fatigué par rapport à cette, pas seulement parce que c'est tard, mais fatigué aussi par rapport à tout ce que l'on voit, tout ce qui nous dépasse et sur lequel on ne semble pas avoir prise. Cette fatigue s'appelle l'acédie, et c'est un langage un peu technique qui revient au langage religieux et aux moines en particulier, mais que Didier Long, un consultant de chez McKinsey, disait que ça ronge toute l'économie aujourd'hui. L'absence de sens. On parlait du burn-out, on a parlé du bore-out, l'ennui, et maintenant on parle du brown-out. C'est l'incompréhension du monde dans lequel on travaille. Et ce brown-out conduit aussi à une sorte de fatigue. L'homme est fatigué de lui-même, fatigué un petit peu une sorte de torpeur, d'indolence et de paresse. Et je pense qu'il y a un réveil qu'il faut aujourd'hui par rapport à tout ça. C'est le deuxième point que je vais vous donner, le réveil. Oser sortir de cette torpeur, oser sortir de cette fatigue. Fatigué de lui-même, disait Nietzsche. L'homme est fatigué de lui-même. Et je pense qu'il faut retrouver cette fraîcheur de notre humanité au cœur de cette science. Il ne faut pas que cette science engloutisse l'humanité, mais que l'humanité, en quelque sorte, investisse complètement cette science. Une des manières de l'investir, je pense que c'est vraiment la beauté. Le pape Benoît XVI disait « Une fonction essentielle de la vraie beauté, déjà indiquée par Platon, est de donner à l'homme une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, à l'arrangement du quotidien, le fait souffrir aussi, comme un dard qui le blesse, mais qui le réveille, justement ainsi, en lui ouvrant les yeux du cœur et de l'esprit, en lui donnant des ailes, en le poussant vers en haut. » Et Georges Braque disait « L'art est fait pour troubler, la science pour rassurer. » Voilà, et bien je pense qu'il y a cette fulgurance, cette admiration face à une certaine résignation. Il y a l'admiration qu'il faut susciter. On parlait à l'époque avec Stéphane Hessel de l'indignation. Je l'avais dit un jour dans une conférence, vous êtes très audacieux d'inviter les gens à s'indigner avant de les inviter à s'émerveiller. Parce que l'indignation va créer la violence, alors que l'émerveillement et la stupeur devant le beau, le vrai, le bien. Et ensuite, on peut s'indigner devant ce qui manque au beau, au vrai, au bien. Mais il faut commencer par l'émerveillement. Et Pascal Bruckner disait qu'on avait développé aujourd'hui une écologie d'accusation à lieu passe d'une écologie d'émerveillement ou d'admiration. Et je pense que c'est le troisième point que j'aimerais relever à ce niveau-là. Puis le dernier point, peut-être, c'est celui de l'amour. Je citerai ici Teilhard de Chardin, qui est une chose intéressante. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, on aura réinventé le feu. Voilà. Eh bien, je crois que c'est cette force de l'amour qu'il faut découvrir. Et quand on a compris que seul l'amour est capable de transformer les choses, alors on comprend aussi que cet amour, nous sommes trop pauvres et trop faibles pour le fabriquer nous-mêmes, si j'ose dire ainsi, qu'il faut une source qui nous dépasse, que l'homme passe l'homme, et que cet amour, c'est Dieu lui-même qui peut le donner à l'homme. C'est lui-même qui est la source intarissable de l'amour. Se sachant aimer nous-mêmes, nous devenons des bâtisseurs d'une civilisation de l'amour, pour reprendre cette très belle expression de Paul VI, avec tout ce qui fait l'humanité, et avec ces fractures et ces fêlures par lesquelles rentre, comme disait Péguy, la mouillature de la grâce. C'est ce qui change tout. Amen. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et un bon début de week-end. Merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas les corbeilles à la sortie si vous y pensez. Merci encore à Blanche de Castille.